Mon fils avait disparu 3 ans. Le jour de mes 63 ans, il réapparut, m'envoyant une bouteille de vodka à 4 000 euros. Mon cœur m'interdisait de la boire. Quand il appela, la voix tremblante, « Papa, comment était la vodka ?» Je répondis, « Je l'ai donnée à notre avocat. Il a adoré. » Un silence horrifié s'ensuivit, puis il hurla, « Papa, qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» Ce qui arriva 24 heures plus tard dépassait mon imagination. Réveillé depuis 5h30. Mes habitudes de flic, forgées par 25 ans à la police de Bellevue-sur-Rhône avant ma retraite, me faisaient me lever avant l'aube. Catherine disait que j'étais allergique au sommeil. À 7 heures, la sonnette retentit. Personne ne m'attendait. Mon 63e anniversaire n'était plus une fête. Catherine, partie depuis 5 ans, organisait tout. Sans elle, les anniversaires n'étaient que d'autres mardis. Je posai mon café et me dirigeai vers la porte. Un camion chronopost s'éloignait sous la bruine grise de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le porche, une boîte en carton, sans adresse d'expéditeur. Plus lourde que prévu, elle portait mon adresse. Antoine, 47, Allée des Érables, 69 300 Bellevue-sur-Rhône. L'expéditeur était vide, avec un numéro de suivi et un cachet de Marseille, daté d'il y a 2 jours. Un nœud se serra dans mon estomac. Aucune nouvelle de Marseille depuis 3 ans. Je rentrai la boîte, la posai sur la table de la cuisine. Mon instinct de détective me poussait à l'ouvrir, mais une autre part de moi, ayant appris que le silence était un cadeau, me conseillait de la jeter. J'ouvris le ruban adhésif. À l'intérieur, nichée dans des chips de calage en polystyrène, se trouvait une bouteille, une œuvre d'art. Son verre taillé en tour rectangulaire laissait transparaître un liquide ambré profond. L'étiquette, Black Velvet, portait des lettres en platine. Blackthorn Crystal Reserve, 1952. Ce n'était pas une bouteille à 50 euros, mais le genre que l'on garde sous clé. En dessous, une petite carte crème, à l'encre que je reconnus avant même de lire « Joyeux anniversaire, papa. J'espère que cela compensera le temps perdu. Julien ?» L'écriture de mon fils, que je n'avais pas vu depuis 3 ans. J'appelais David. « Tu aurais le temps cet après-midi ? Je dois passer à ton bureau pour parler de mon testament. » Il fut surpris. « Mon testament ? Tu vas bien ? » Ma santé n'était pas au mieux depuis Catherine. Il était temps de mettre à jour certaines choses. « Bien sûr, passe vers 16 heures. Je préparerai ton dossier. » Merci, David. Oh, et une dernière chose. Je t'apporte un cadeau. Considère ça comme un merci. David rit, mais j'insistais. Je raccrochai et remis la bouteille dans sa boîte, l'enveloppant dans les chips de calage en polystyrène. Si Julien voulait que je la boive, il allait être déçu. L'après-midi, je plaçai la boîte sur le siège passager de mon camion et démarrai vers le centre-ville de Bellevue-sur-Rhône. La bouteille, silencieuse et lourde, posait une question à laquelle je n'étais pas prêt à répondre. À 16 heures, j'arrivai au cabinet Dubois et Associés, rue du Chêne. Marie, la secrétaire de David, m'accueillit et m'indiqua son bureau. David, des lunettes sur le nez, me salua. « Antoine, ravi de te voir. Qu'y a-t-il dans la boîte ?» Je la posai sur son bureau. « De la vodka. Une vodka chère, de mon fils. » David haussa un sourcil. « Julien, je croyais que vous ne vous parliez plus. » « C'est le cas. C'est pour ça que je suis là. » David m'observa, puis ouvrit la boîte. Il sortit la bouteille, ses sourcils se levant. « Blackthorn Crystal Reserve » murmura-t-il, la tournant. « C'est quoi, 3000 euros ?»« 3800, d'après Internet. » David siffla. « Et Julien t'envoie ça, après 3 ans ?» La carte disait « Joyeux anniversaire. J'espère que ça compensera le temps perdu. » David se pencha en arrière. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Je haussai les épaules, le nœud dans mon ventre toujours serré. « Je ne sais pas. C'est pour ça que je ne l'ai pas bu. C'est pour ça que je te la donne, David. Tu gères mes affaires depuis 30 ans. Tu mérites quelque chose de bien. » David secoua la tête en souriant. « Tu es paranoïaque ?»« Je suis prudent. Il y a une différence. » David reprit la bouteille. « Si tu insistes, Marguerite me tuerait si elle apprenait que j'ai refusé une bouteille de vodka à 4000 euros. » Il marqua une pause. « Tu voulais parler de ton testament ?»
Oui, sors le dossier. Je veux m'assurer que tout est à jour. David sortit une chemise intitulée Succession Antoine Dalton. Mon testament, signé en 2020, juste après le diagnostic de Catherine. Il parcourut la première page. Bien partagé également entre Julien et Emma, sous condition de ton décès. Standard. Quelque chose a changé? Je veux juste le revoir. M'assurer que c'est toujours exact. Laisse-moi vérifier le système. David se tourna vers son ordinateur portable et ouvrit le logiciel. Voyons voir. Antoine Dalton, planification successorale. Son doigt s'arrêta. Il fronça les sourcils, cliqua, puis tourna l'écran vers moi. Un PDF s'affichait, mon testament, daté du 15 août 2024. La clause de distribution était différente. Tous les actifs, propriétés et avoirs seront transférés intégralement à Julien. 100%, juste Julien. Un froid se répandit dans ma poitrine. Je n'ai pas signé ça. Tu n'es pas venu le mois dernier? Non, je ne suis pas venu ici depuis les funérailles de Catherine, il y a 4 ans. David cliqua sur une autre fenêtre. Il y a un email ici, du 8 octobre, de antoine.dalton.officiel@gmail.com. Il dit: Vous avez mis à jour le testament, signé numériquement, et m'avez demandé de préparer une copie papier. Je n'ai pas de compte Gmail. Mon email est Yahoo. Mon adresse email était la même depuis 20 ans. David fronça les sourcils. Il sortit un dossier, y trouva une copie imprimée du même testament, date et d'août. 3 versions, toutes identiques, toutes fausses. David me regarda. Antoine, quelqu'un falsifie tes documents. Julien, dis-je. David ne discuta pas. Son regard tomba sur la bouteille de vodka. Son expression changea. Il faut appeler pour tracer l'accès au système, dit-il. Si quelqu'un a piraté notre serveur, il faut agir. Il prit son téléphone, puis s'arrêta. Non, Mary s'en occupera. Elle est meilleure avec la technologie. Il se leva. Au diable, longue journée. Un verre d'abord. Mon système compromis, je prends un verre. Il se dirigea vers le bar, prit 2 verres en cristal, rompit le seau de la bouteille de vodka. Le liquide coula. David remplit les verres et m'en tendit un. À 30 ans d'amitié, dit-il. Je refusai. Je suis sous traitement cardiaque, pas d'alcool. David haussa un sourcil. Depuis quand? Depuis Catherine. Ma tension est un désastre, ordre du médecin. Il haussa les épaules. Plus pour moi alors? Il but une gorgée. D'où? Dit-il. Aucune brûlure? Je le regardai, l'anxiété me nouant le ventre. Le testament falsifié, l'email, la vodka à 3800 €. Quelqu'un avait décidé de réécrire ma succession. David reprit son téléphone. J'appelle Mary. Il composa. Mary répondit et David lui expliqua la situation. Système compromis, documents falsifiés. Mary s'en chargerait dès le lendemain matin. David la remercia et raccrocha. J'acquiesçai, mais ce délai ne me plaisait pas. Nous parlâmes encore 10 minutes. David s'enquit de ma santé, je répondis comme d'habitude. Il me parla d'une affaire qu'il venait de clore, mais mon esprit hanté par ce testament falsifié. Quand je me levai pour partir, le ciel s'était assombri. Merci pour ça, David, dis-je en désignant la bouteille. Tu es sûr de ne pas vouloir la reprendre? Absolument, profites-en. David me raccompagna à la porte. Je te tiendrai au courant. J'acquiesçai. Je rentrai chez moi, réchauffai un reste de chili. J'envisageais d'appeler mon ancien partenaire, Franck, mais je n'avais rien de concret, juste un mauvais pressentiment et un document falsifié. Je me couchai tôt. Mon téléphone s'illumina, me tirant de mon demi-sommeil. L'appel arriva à 21h47. Je plissai les yeux devant l'écran. « Margaret Whitmore », répondis-je. Sa voix me frappa comme un coup de poing, rauque, essoufflé, brisé. « Antoine. » « Oh mon Dieu. »« Antoine, c'est David. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes à l'hôpital. Il pense qu'il a été... » Le mot resta coincé dans sa gorge. Étranglé, empoisonné. J'étais hors du lit avant qu'elle ne finisse sa phrase. Mes mains trouvèrent mon jean, mes clés. Le téléphone collé à mon oreille. Je m'habillai en vitesse.
Margaret continuait de parler, les mots se bousculant. Ambulance, douleur à la poitrine, cœur qui s'emballe. « J'arrive, dis-je avant de raccrocher. Le trajet jusqu'à l'hôpital général de Bellevue-sur-Rhône prit 15 minutes. Mon esprit allait plus vite que la voiture. David avait bu de cette bouteille. Un verre, peut-être deux, et maintenant, il était à l'hôpital. Julien avait envoyé cette bouteille. Les pièces ne s'assemblaient pas encore, mais la forme commençait à se dessiner. Je me garai juste après 22 heures et courus vers l'entrée. La salle d'attente des urgences sentait l'antiseptique et le café brûlé. Margaret se tenait près du poste des infirmières, les bras croisés, le visage pâle. Elle me vit et traversa la pièce. « Antoine ?» Sa voix se brisa. « Ils ne me disent rien. Que s'est-il passé ?» Nous regardions la télévision. Il a dit qu'il se sentait étourdi. Puis, il a saisi sa poitrine, a dit que son cœur s'emballait. J'ai appelé le 15. Est-il conscient? Il l'était, mais ils l'ont emmené il y a 1 heure. Une infirmière passa et je l'interpellai. David Whitmore est arrivé il y a environ 1 heure. Problème cardiaque. Pouvez-vous nous dire quelque chose? L'infirmière jeta un coup d'œil à son dossier. Êtes-vous de la famille? Je suis sa femme, dit Margaret. Le médecin vous informera bientôt. Monsieur Whitmore est stable, mais nous effectuons un dépistage toxicologique complet, annonça l'infirmière. Toxicologie? La voix de Margaret se fit ténue. L'infirmière expliqua que c'était la procédure standard pour écarter toute contamination, ce à quoi Margaret demanda si David était empoisonné. Pas encore, mais presque, répondit l'infirmière. L'infirmière disparut. Margaret s'effondra sur une chaise. L'agent Patel, un jeune flic que je connaissais, entra et vint droit vers moi. « Monsieur Antoine, j'ai quelques questions. Vous avez vu Monsieur Whitmore vers 16 heures. Lui avez-vous donné quelque chose ?» Je gardai ma voix ferme. « Je lui ai donné une bouteille de vodka à 4 000 €. Un cadeau. » Patel nota. « En avez-vous bu ?»« Non, je prends des médicaments pour le cœur. »« Et Monsieur Whitmore en a bu ?»« Un verre, peut-être 2. »« L'avez-vous toujours ?»« Non, je la lui ai laissée. » Patel hocha la tête. « Nous la récupérerons comme preuve. Et Monsieur Antoine, ne quittez pas la ville ces prochains jours. » Ces mots me frappèrent. « Vous pensez que j'ai fait ça? Vous lui avez donné de l'alcool, et il est aux urgences avec des symptômes d'ingestion d'une substance toxique. Vous êtes une personne d'intérêt. » J'avais été flic assez longtemps pour comprendre. « Je serai là, » dis-je. Patel partit. Je m'assis près de Margaret. Le médecin des urgences apparut juste avant minuit. Il annonça que David était stable, son rythme cardiaque sous contrôle. Les résultats toxicologiques prendraient 1 ou 2 jours. David était transféré en soins intensifs et Margaret put le voir. Je restai 1 heure de plus, puis partis. Les rues étaient désertes. Je rentrai chez moi en pilote automatique. La maison était froide. Je m'assis à la table de la cuisine, là où j'avais ouvert le colis ce matin. Je sortis un carnet et notai « 12 octobre 2024, 1h30. David a bu la vodka que je lui ai donnée. Il est à l'hôpital. Les flics pensent que c'est moi. Ils ont pris la bouteille comme preuve. M'ont dit de ne pas quitter la ville. Mais c'est Julien qui a envoyé cette bouteille. Julien, qui ne m'a pas parlé depuis 3 ans. Julien, qui a falsifié mon testament et piraté le système de David. Coïncidence? Je fermai le carnet et allai me coucher. Le sommeil ne vint pas. Je revoyais cette bouteille, la lumière ambrée, l'écriture de Julien sur la carte. Je voyais David lever le verre, prendre la première gorgée, sourire. Doux, avait-il dit, vraiment doux. Et maintenant, il était en soins intensifs. La pluie recommença. Quelque part à Marseille, Julien dormait. Ou peut-être était-il éveillé, se demandant si cela avait fonctionné, si c'était moi qui étais à l'hôpital au lieu de David. Cette pensée s'installa en moi. Le lendemain fut interminable. Je restai chez moi, évitant le téléphone, tentant d'éloigner mon esprit de cette bouteille et du regard de l'agent Patel. Personne d'intérêt. J'étais dans le garage quand mon téléphone vibra. C'était Franck, mon ancien partenaire de 25 ans dans la police, désormais détective. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Je répondis.
Antoine, dit Franck, sa voix dénuée de toute amitié. Franck, il faut qu'on parle. Je pris ma veste et me dirigeai vers le centre-ville. Le commissariat de Bellevue-sur-Rhône, un bâtiment de briques trapues, n'avait pas changé. Le parking était à moitié vide quand je me garai. J'avais souvent été de l'autre côté, mais jamais je n'aurais cru me retrouver à répondre pour quelque chose que je n'avais pas fait. Je franchis les portes du commissariat. Le sergent m'indiqua Franck. L'odeur de café et de stress emplissait l'air. J'ouvris la porte. Franck, derrière son bureau, me salua d'un regard officiel. « Antoine, asseyez-vous. » Un enregistreur clignotait. « Vous enregistrez ?» demandai-je. « Procédure standard. » Je savais ce que cela impliquait. Franck m'annonça les résultats. La vodka contenait de l'aconitine, une toxine végétale létale. Elle provoque arythmie et insuffisance respiratoire, pouvant arrêter un cœur en moins d'1 heure. La bouteille en contenait assez pour tuer. David n'était en vie que parce qu'il n'avait bu qu'environ 50 millilitres. Je ne savais pas, dis-je. Franck voulait comprendre comment cette vodka à 4 000 € empoisonnée était arrivée entre mes mains. Julien me l'a envoyée, révélai-je. Votre fils ? demanda-t-il, un éclair d'intérêt. Oui, mon fils, dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis 3 ans. Il me l'a envoyé pour mon anniversaire avec une carte. J'espère que cela compensera le temps perdu. Vous avez toujours la carte et la boîte ? Oui, chez moi. Franck nota. Nous aurons besoin de ça pour l'analyse d'écriture et les empreintes. Vous les aurez. Franck insista. Antoine, je sais que vous n'avez pas voulu nuire à David, mais les preuves vous désignent comme suspect. J'ai besoin de preuves qu'un autre est responsable et d'un mobile pour Julien. Je pris une inspiration. David m'a parlé de mon testament avant de boire. Il a trouvé des anomalies, 2 versions falsifiées pour que tout revienne à Julien. Quelqu'un a piraté son système. Franck arrêta d'écrire. David l'a dit juste avant d'ouvrir la bouteille. Il voulait qu'on trace l'accès. Franck appela, puis raccrocha. Margaret l'a confirmé. Votre testament a été falsifié. Nous enquêtons sur Julien, mais il nous faut un lien direct avec la vodka. Vérifiez le suivi Chronopost, l'adresse de l'expéditeur, le condo de Julien à Marseille. Franck nota. Nous le ferons. Franck ferma le dossier. Vous n'avez pas bu de la bouteille à cause de votre traitement cardiaque. Quel médicament ? De la nitroglycérine pour la tension. Quand l'avez-vous prise pour la dernière fois ? Il y a 2 jours. Pourquoi ? La mâchoire de Franck se serra. Je veux que votre médecin vérifie cette ordonnance. L'implication me frappa. Vous pensez que Julien a trafiqué mes médicaments ? Si Julien vous a envoyé une bouteille empoisonnée, il est capable de remplacer vos pilules. Je me levai. J'appelle le docteur Brennan. Franck me raccompagna. Apportez-moi les boîtes, la carte, et soyez prudent. Si votre fils est derrière tout ça, vous êtes toujours une cible. Je quittai le commissariat, tremblant de colère. J'appelai le docteur Brennan. J'ai besoin que vous testiez ma nitroglycérine. Vérifiez si elle a été trafiquée. Il accepta. Apportez la bouteille à mon cabinet. Je rentrai, pris le flacon et me dirigeai vers sa clinique. 1 heure plus tard, Brennan revint, le visage grave. « Antoine, ce n'est pas de la nitroglycérine. » Je me levai. « Qu'est-ce que c'est ? » Un inhibiteur calcique, une classe complètement différente. Si je l'avais prise lors d'un épisode cardiaque, ma tension aurait chuté dangereusement. J'aurais pu perdre connaissance, ou pire. Quelqu'un a échangé vos médicaments, confirma le docteur Brennan, tandis que la pièce vacillait autour de moi. Il me prescrivit une nouvelle nitroglycérine, m'interdisant l'ancienne et m'enjoignant de prévenir la police. Depuis le parking, j'appelai Franck pour lui rapporter la découverte. Il assura qu'il enverrait quelqu'un récupérer les fausses pilules comme preuve. Rentré chez moi, l'esprit embrumé, la maison me parut froide. Assis à la table de la cuisine, je notais ma terrible conclusion. Franck avait confirmé la conotine létale dans la vodka. Marc avait survécu. Julien avait envoyé la bouteille, falsifié mon testament, piraté le système de Marc et maintenant échangé mes médicaments. Il ne voulait pas seulement nuire à Marc, il voulait me tuer. Mais pourquoi ? Je fixais les mots jusqu'à ce qu'il se brouille, puis refermais le carnet. Le lendemain soir,
Mon téléphone sonna. Je réchauffais de la soupe quand l'écran afficha un numéro inconnu de Marseille. Je décrochai. Un silence, puis une voix calme que je n'avais pas entendue depuis 3 ans. Papa, tu as aimé mon cadeau? Mon doigt appuya sur le bouton d'enregistrement par vieil instinct de flic. La voix de Julien, après 3 ans de silence, me demandant si j'avais aimé son cadeau, clochait terriblement. Je gardai un ton neutre. Julien. Je me déplaçai vers le salon pour une meilleure réception. Non, je ne l'ai pas bu. Une brève pause trahit sa réévaluation. Pourquoi pas? Je suis sous traitement. Je ne peux pas mélanger avec l'alcool. Tu le saurais si tu avais appelé ces 3 dernières années. Mes mots furent plus acerbes que prévu. Une autre pause, plus longue. Sa voix changea, moins désinvolte. Alors, qu'en as-tu fait? Je l'ai donné à un ami. 3 secondes de silence complet. Puis Julien, plus tranchant. Fais attention. Quel ami? Ce n'était pas de la curiosité, c'était de la panique. Je laissai la question en suspens. Pourquoi tu demandes? Oh, juste par curiosité, papa. Cette bouteille m'a coûté cher. Je détesterais qu'elle soit gaspillée. Son intérêt était trop délibéré. S'il s'en souciait, c'est qu'il savait. Il l'a appréciée, dis-je, ma voix égale. Bien, c'est bien. J'espère qu'il en a savouré chaque goutte. Les mots tombèrent froids. Puis la ligne se coupa. Je restais là, le téléphone à l'oreille. Mon esprit tournait à plein régime. Julien n'avait pas demandé qui était l'ami avant que je ne dise avoir donné la bouteille. La pause, ces 3 secondes, c'était la surprise, le choc, puis la question soigneusement formulée. Quel ami? Julien savait que quelqu'un avait bu de cette bouteille et que ce n'était pas moi. Peut-être l'avait-il vue aux nouvelles. Bellevue-sur-Rhône était assez petite pour qu'un avocat connu aux urgences fasse la une du journal local. Je composai le numéro de Franck. Il décrocha à la 2e sonnerie. « Antoine, qu'est-ce qui ne va pas ?» Julien vient d'appeler. Il a demandé si j'avais aimé le cadeau, si j'avais bu la bouteille. Quand je lui ai dit que je l'avais donné à un ami, il est resté silencieux 3 secondes, puis il a demandé « Quel ami ?»« Qu'est-ce que vous lui avez dit ?»« Rien, mais Franck, il sait. Il sait que quelqu'un en a bu, et il sait que ce n'était pas moi. Vous avez enregistré l'appel ? Chaque mot. Envoyez-le-moi tout de suite. » Je raccrochai, envoyai l'enregistrement à Franck, puis posai le téléphone. Julien avait appelé après 3 ans de silence, après m'avoir envoyé du poison et falsifié mon testament. Il voulait vérifier si son plan avait fonctionné. En découvrant que j'étais en vie, il avait cherché à savoir qui avait pris ma place. Ce n'était pas fini. Je vérifiais chaque fenêtre et porte. Tout était sécurisé, mais je devais savoir si quelqu'un tentait de s'introduire. Dans le garage, je trouvais une bobine de fil noir de Catherine, fin et solide. Je coupai un morceau et le tendis à hauteur de cheville devant la porte d'entrée, l'attachant à la poignée et au porte-manteau. Il se briserait si la porte s'ouvrait. Une vieille astuce de flic. J'installai ensuite une caméra de sécurité, sans pile mais crédible, sous l'auvent du porche, orientée vers l'allée. Quiconque s'approcherait penserait que je surveillais. Le soleil couché, la rue était sombre. Je scrutais les ombres avant de rentrer, verrouiller et me faire un café. Assis, les faits étaient très clairs. Julien avait envoyé du poison, appelé, et savait que son plan avait échoué. Il réessayerait. Je me couchai, mais le sommeil fut difficile. Chaque bruit me tirait du sommeil. Mon téléphone, volume à fond, attendait le moindre signe. Rien ne vint. À l'aube froide, j'étais déjà éveillé. Enfilant un jean et un sweatshirt, je me dirigeais pieds nus vers la porte. Le fil avait disparu, sectionné net au milieu, les 2 extrémités pendantes. Quelqu'un était entré et reparti. La caméra sur le porche était déplacée, ne filmant plus l'allée. L'intrus savait quoi chercher. L'air froid d'octobre sur mes pieds nus, je fixais le fil brisé. Julien n'avait pas seulement appelé, il avait envoyé quelqu'un pour finir ce que la vodka n'avait pas fait. Je ne touchais pas le fil. Reculant, je composai le numéro de Franck. Il décrocha, la voix pâteuse de sommeil. « Antoine, il est 6 heures. Quelqu'un est entré chez moi cette nuit. » Un silence. « Vous êtes sûr ? Le fil devant la porte est sectionné.
La caméra sur le porche est déplacée. Vous avez entendu quelque chose? Non. Ils sont entrés et repartis sans rien prendre, juste pour me faire savoir qu'ils le pouvaient. J'arrive dans 2 heures. Ne touchez à rien. Je connais la procédure. Je raccrochais et scrutais le salon. Rien ne semblait déplacé. Coussins intacts, télécommande sur la table, la couverture de Catherine sur le fauteuil. Rien ne manquait, mais quelqu'un était passé. Je vérifiais chaque pièce. Il n'était pas venu voler, mais vérifier ma présence ou envoyer un message. Nous pouvons vous atteindre quand nous voulons. J'examinais la serrure. Aucune effraction. Crochetage facile ou, pire, une clé. La pensée me glaça. Après un café, j'attendis 8 heures. La berline de Franck arriva. Je l'accueillis, lui montrant le fil sectionné. Franck s'agenouilla, balayant le seuil d'une lampe. Pas d'empreinte, sol trop sec. La caméra? Sur le porche, il examina fixation et angle. Pas un gamin, un pro. Julien a pu engager quelqu'un, lui qui ne se salit jamais les mains. Franck se redressa. J'ai écouté Julien. Sa pause, quand vous avez parlé d'un ami, ce n'est pas de la curiosité, Antoine. C'était de la panique, je le savais. Il voulait savoir si son plan avait fonctionné. Franck sortit un dossier. La carte d'anniversaire de Julien, sous scellé, et une photocopie de sa déclaration de revenus. L'expert confirma 97% de correspondance. Julien avait bien écrit la carte. Soulagement, c'était officiel. David s'était réveillé. Franck confirma qu'il avait tout corroboré. Mon cadeau de vodka, notre discussion sur mon testament, sa consommation avant de s'effondrer, et les faux documents. J'étais tiré d'affaire. Un dossier était monté contre Julien pour fraude, cybercriminalité et usurpation d'identité. L'analyse des serveurs de David révélait un accès non autorisé depuis une IP de Marseille, via un ancien compte employé. L'IP était tracée pour localiser Julien avant la fin de la journée. Franck referma le dossier. Une patrouille passerait 2 fois par nuit, et il me conseilla de renforcer ma sécurité. Mon fil était ingénieux, mais insuffisant. Il fallait une vraie alarme et changer les serrures. Je lui assurai que c'était prévu. Franck partit avant 10 heures, emportant le fil, la carte, la boîte chronopost et la bouteille. Je le regardais disparaître, puis rentrer et verrouillais. À la quincaillerie, j'achetais un système d'alarme basique à installer moi-même, 50 €. Détecteur de mouvement, contact porte/fenêtre, panneau de contrôle. Bruyant, mais suffisant. Je pris aussi de nouveaux verrous et gâches renforcés. Rentré vers midi, je passai 3 heures à l'installation. Capteur sur les portes, détecteur dans le couloir, clavier près de l'entrée, nouveau pen. Une fois terminé, j'activais et testais l'alarme stridente. Je composais le code. Le silence revint. C'était suffisant. Assis à la cuisine, j'ouvris mon carnet. 16 octobre 2024, 15 heures. Intrusion cette nuit. Fil cassé, caméra déplacée. Franck l'a confirmé. Tiré d'affaire. L'écriture est celle de Julien. David, réveillé, a corroboré mon histoire. L'informatique légale a trouvé des preuves de piratage depuis une IP de Marseille. Julien ne veut pas seulement mon héritage. Il veut s'assurer que je ne survive pas pour l'arrêter. Je refermai le carnet, réfléchissant aux prochaines étapes. Demain, j'appellerai un serrurier et parlerai à Franck d'une ordonnance restrictive. Ce soir, je voulais juste dormir. Je n'y parvins pas. Le lendemain matin, je me réveillai avant l'aube. Café, le ciel virant du noir au gris. Vers 9 heures, je sortis chercher le journal. Une enveloppe blanche, sans adresse ni timbre, gisait sur le paillasson. Je la fixai, le pouls battant. Je pris une photo et appelai Franck. L'enveloppe sur le comptoir de la cuisine. Sous la lumière du matin, j'en sortis une unique photographie, noir et blanc, granuleuse. C'était ma maison, photographiée depuis l'allée de gravier, le porche encadré, les fenêtres sombres, l'érable projetant des ombres. En bas à droite, 23h47, 16 octobre 2024. La nuit dernière, 1h30 après avoir tout verrouillé et installé l'alarme. Au dos, rien. Juste ma maison, prise par quelqu'un dehors pendant que je dormais. Ma main se serra. 30 ans, j'avais été celui qui surveillait, qui documentait.
Maintenant, j'étais la cible. Je rappelais Franck, sa voix pâteuse de sommeil. Vérifiez vos emails. Je la scanne. C'est quoi? Une photo. Ma maison. Horodaté 23h47 la nuit dernière. Silence. Le grincement de son lit. Quelqu'un a marché sur votre propriété 1 heure après l'installation de l'alarme? Exactement. Le capteur s'est-il déclenché? Non. Nouveau silence. J'arrive dans 40 minutes. Ne touchez pas l'enveloppe. Je raccrochais, fixant la photo. L'angle était délibéré, professionnel. À 12 ans, j'avais appris la photo à Julien. Ce garçon n'était plus. À sa place, un homme m'envoyait vodka empoisonné, falsifiait testament, échangeait mes médicaments, engageait des voyous, me photographiait la nuit devant ma maison. À 10h30, Franck était parti avec la photo. Une douleur écrasante me frappa la poitrine, irradiant dans mon bras gauche. J'haletais, ma vision se brouillant. Nitroglycérine. Je titubais vers ma veste, mais la voix du docteur Brennan résonna. Les pilules de votre bouteille d'origine étaient fausses. Je posai la bouteille, saisis mon téléphone et composai. Docteur Brennan, c'est Antoine, j'ai besoin d'aide. Antoine, qu'est-ce qui ne va pas? Douleur à la poitrine? Forte. Je ne peux pas prendre les pilules. Ne prenez rien, je suis en route. Asseyez-vous et restez en ligne. Effondré sur une chaise, le téléphone à l'oreille, je me concentrais sur ma respiration. La douleur me déchirait les côtes. Toujours là, Antoine? Oui? Bien. Je tourne dans votre rue. Le docteur Brennan arriva à 11h. Il prit mon pouls. Élevé, mais régulier. Il me tendit un comprimé de nitroglycérine sublinguale, fraîchement sorti de l'hôpital. Je le mis sous ma langue. L'étau autour de ma poitrine se relâcha. J'acquiesçai. Il posa sur la table mon ancienne bouteille de médicaments. Le laboratoire l'a confirmé hier, dit-il. De l'amlodipine. Si vous en aviez pris une, votre tension aurait chuté. Vous auriez perdu connaissance en moins de 2 minutes. À votre âge, avec vos antécédents, il n'eut pas besoin d'en dire plus. Qui aurait échangé mes médicaments? Demandai-je, sachant déjà. Quelqu'un ayant accès à votre maison, connaissant votre état, qui voulait que cela ressemble à des causes naturelles. Julien. Le docteur Brennan rédigea une nouvelle ordonnance et me fit promettre d'appeler le 15 si la douleur revenait. Après son départ, j'ouvris mon journal. 17 octobre 2024, 11h45. Ce matin, photo de ma maison, horodatée 23h47 la nuit dernière. À 10h30, grave crise d'angine. L'avertissement du docteur Brennan me revint. Les pilules originales étaient de l'amlodipine, pas de la nitroglycérine. Si je les avais prises, je n'aurais peut-être pas survécu. Julien avait tout planifié. Vodka empoisonné, faux testament, médicaments échangés. Il voulait s'assurer que je ne vive pas assez longtemps pour l'arrêter. Je fermai le carnet, espérant que les nouvelles serrures et l'alarme suffiraient. À 2h34 du matin, des pas me réveillèrent. À l'intérieur, lents, délibérés, ils traversèrent le salon vers le couloir. Ma porte de chambre entr'ouverte. Figé sous la couverture de Catherine, j'écoutais. L'alarme, muette. Je tendis la main vers mon téléphone. Les pas s'arrêtèrent. Une ombre glissa sous ma porte. Une voix basse et inconnue dit « Monsieur Antoine, il faut qu'on parle. » Mon revolver de service, un Smith & Wesson modèle 10 que j'avais porté 23 ans dans la police, était dans le tiroir. Mes doigts trouvèrent la poignée. Je me levai sans bruit. La voix venait d'en bas, calme. Je me glissai dans le couloir, le dos au mur, le revolver levé. La veilleuse de la cuisine éclairait le parquet. Je suis descendu. Le salon, sombre sous la lune, abritait une silhouette immobile sur le canapé. J'ai allumé la lumière. L'homme, une quarantaine, veste en cuir noir et cheveux gominés, n'a pas scié. Il a levé les mains. « Doucement, détective », a-t-il dit, « je ne suis pas là pour vous faire de mal. » J'ai gardé le revolver pointé. « Qui êtes-vous » ? « Vincent. » Il a demandé à baisser les mains. « Gardez-les là où elles sont. » Il a révélé « Votre fils doit 300 000 € à mes employeurs. » Le chiffre m'a frappé.
Vincent a expliqué que Julien avait accumulé ses dettes de jeu, principalement au poker et aux paris sportifs, dans un club privé à Marseille. J'ai baissé le revolver, me demandant le rapport. Vincent a poursuivi: Votre fils a offert mon assurance vie de 500 000 € comme garantie, dont il est le bénéficiaire à votre décès. Il a assuré à mes employeurs votre santé fragile, ce qui a prolongé son délai. La pièce a vacillé. J'ai serré le cadre de la porte. Julien a utilisé mon assurance vie pour couvrir ses dettes? Exactement. Et quand vous n'avez pas coopéré en mourant, il a accéléré les choses. Vodka, faux médicaments, faux testament. Vincent a haussé les épaules. Pas mon genre, trop salissant. Les hommes désespérés font des choses désespérées. Mon propre fils avait parié sur ma mort. Pourquoi êtes-vous ici? Ai-je demandé. J'en ai fini avec les magouilles de votre fils. Vincent a baissé les mains. Je ne touche pas aux flics. C'est une vieille règle. Quand j'ai su que vous étiez de la police de Bellevue-sur-Rhône, j'ai arrêté. Il a posé une carte de visite. Vous aurez besoin de preuves, nom, date, transaction. Je ne peux témoigner, mais je peux vous orienter. Julien a signé des documents, passé des appels. Tout est là, si vous savez où chercher. Pourquoi m'aideriez-vous? Vincent s'est levé. Le plan de Julien m'a mis dans une mauvaise posture. Et je n'aime pas ça. Vous me rappelez mon père. Flic à la retraite, problème cardiaque, trop têtu. Il méritait mieux? Vous aussi. Il s'est dirigé vers le couloir. Votre alarme n'a pas sonné car j'ai coupé la ligne électrique extérieure avant d'entrer, a dit Vincent. 30 secondes avec une pince. Puis j'ai utilisé un brouilleur de j'ai refermé le carnet et regardé le ciel passer du noir au gris. À 6h30, Franck a rappelé, sa voix tendue de fureur contenue. À 7h, Franck et des agents étaient là chez moi, avec un kit forensique. À midi, nous avions un mandat. 2 jours plus tard, le 20 octobre, alors que j'examinais des relevés bancaires obtenus par Franck, mon téléphone a vibré. Un appel vidéo d'Emma est apparu, et mon cœur s'est serré de soulagement. J'ai répondu. Le visage lumineux de ma petite fille, ses cheveux blonds attachés, ses yeux bleus vifs, a rempli l'écran. « Papy, tu as répondu. »« Papy, » a-t-elle répété, son sourire s'élargissant. « Je pensais que tu ne répondrais pas. » J'ai forcé un sourire. « Je réponds toujours pour toi, ma puce. L'école ?»« Ennuyeux, » a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. « Madame Henderson nous fait faire des tables de multiplication tous les jours. Je les connais. »« Les multiplications sont importantes, » ai-je dit. « Tu en auras besoin plus tard. »« C'est ce que maman dit, » a-t-elle chuchoté en se penchant vers la caméra. « Mais je crois qu'elle ne veut pas m'aider avec mes devoirs. » J'ai ri. « Où est ta maman ? » Elle est en haut, au téléphone. Elle est souvent au téléphone. Emma a penché la tête. « Papy, quand viendras-tu me voir? Tu as promis de m'emmener au zoo avant qu'il ne fasse trop froid. » Je lui avais promis ça en juillet. « Bientôt, » ai-je dit, détestant ce mensonge. « J'ai été occupé, mais je viendrai. »« Tu dis toujours ça, » a-t-elle fait la moue, puis s'est égayée. « Papa dit qu'on va être riche bientôt. On pourra peut-être aller au grand zoo en France à la place, celui avec les pandas. » Ces mots m'ont glacé. J'ai gardé une expression neutre. « Ton papa a dit ça ? » Oui, il est très content ces derniers temps. Il dit que tout va s'arranger, qu'on n'aura plus de soucis d'argent. Emma a enroulé une mèche de cheveux autour de son doigt. Il parle beaucoup à Vincent, presque tous les jours. C'est ton ami Vincent? Ma gorge s'est nouée. Non, ma puce, Vincent n'est pas mon ami. Pourquoi tu demandes? Nous avons parlé encore quelques minutes avant que Sarah ne l'appelle. Emma m'a fait un signe de la main. Je dois y aller. Je t'aime, papy. Je t'aime aussi, Emma. L'écran est devenu noir. Je suis resté immobile, fixant la tablette éteinte. Les mots d'Emma résonnaient. Papa dit qu'on va être riche bientôt. Il parle beaucoup à quelqu'un qui s'appelle Vincent. Il te mentionne. Julien n'avait pas seulement planifié ma mort. Il en avait parlé si ouvertement qu'une enfant de 10 ans en avait capté des fragments. Il s'était enfermé dans son bureau, négociant les termes de mon assurance vie avec Vincent, tandis qu'Emma jouait à côté. J'ai noté dans mon journal qu'Emma m'avait confié ces détails, ajoutant que Julien lui avait interdit d'en parler et qu'elle avait entendu Sarah se disputer avec lui et pleurer.
Mon fils utilisait sa propre fille comme couverture pour planifier ma mort. J'ai refermé le carnet et appelé Franck. Antoine, qu'y a-t-il m'a-t-il demandé. Je lui ai rapporté les propos d'Emma. Julien était en contact régulier avec Vincent, leur promettant la richesse prochaine, et elle l'avait entendu mentionner mon nom et l'assurance vie. Après un silence, j'ai insisté. Franck, il faut parler à Sarah seule, loin de Julien. D'accord, tu peux organiser ça? Je vais essayer. Le lendemain après-midi, j'étais assis dans un coin de l'échappée café, à une vingtaine de kilomètres de Bellevue-sur-Rhône. La pluie tambourinait contre les vitres. À 15 heures, Sarah est entrée. Elle m'a vu, s'est figée, puis a traversé la pièce. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, recroquevillée, les mains serrées autour d'une tasse de café intacte. Des cernes sombres marquaient à ses yeux, ses cheveux pendaient mouillés. Sa contenance habituelle avait disparu. « Merci d'être venu, ai-je dit doucement. Elle a hoché la tête. J'ai failli ne pas venir. Je sais. Après le départ de la serveuse, j'ai repris. Sarah, Emma m'a appelé il y a 2 jours. Elle m'a dit des choses qu'elle n'a pas comprises. Sa mâchoire s'est serrée. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que Julien lui a dit que vous seriez bientôt riche, qu'il parle régulièrement à Vincent, et qu'elle l'a entendu mentionner mon nom et l'assurance vie. Ses yeux se sont fermés, puis se sont rouverts, humides. Je lui ai dit d'arrêter, qu'Emma était trop jeune pour garder des secrets. Il n'a rien voulu entendre. Depuis combien de temps es-tu au courant? Elle a pris une inspiration tremblante. De la dette? 6 mois. J'ai trouvé un email sur son ordinateur portable en avril, laissé ouvert. Un avocat de la famille Benedetti discutait des modalités de paiement pour 300 000 euros. Elle s'est serrée dans ses bras. J'ai confronté Julien. Il m'a dit que c'était sous contrôle, qu'il avait un plan, que je devais lui faire confiance. Et tu l'as cru? Antoine, je voulais le croire. Sa voix s'est brisée. C'est mon mari, le père d'Emma. Je voulais croire qu'il n'était pas assez stupide pour emprunter de l'argent à la mafia. Je me suis penché en avant. Sarah, je dois être très clair. Savais-tu pour la vodka empoisonnée? Pour les faux médicaments pour le cœur? Elle a relevé la tête, les yeux écarquillés. Quoi? On m'a envoyé une bouteille de vodka empoisonnée à l'aconitine. Mon avocat l'a bu et a failli mourir. Quelqu'un a aussi échangé mes pilules de nitroglycérine. Si j'en avais pris une, je serais mort. La couleur a déserté son visage. Non, non, je ne savais pas. Je le jure, Antoine, je ne savais pas. Ses mains tremblaient si fort qu'elle a dû poser sa tasse. Julien m'a dit qu'il travaillait sur un refinancement, une opportunité commerciale. Il n'a jamais rien dit à propos de... Elle s'est interrompue, une main sur la bouche. Son choc semblait sincère. Quand Vincent a-t-il commencé à vous suivre? En juillet. Je l'ai vu devant l'école d'Emma, puis devant notre appartement. Julien a admis qu'il travaillait pour ses créanciers, nous surveillant pour s'assurer que nous ne nous enfuirions pas. Elle s'est essuyé les yeux. Julien m'a menacé. Si je parlais à qui que ce soit, il disparaîtrait, nous laissant, Emma et moi, avec la dette et les Benedetti à nos trousses. Il avait fait de sa femme et sa fille des otages. Sarah, je dois te demander de témoigner. Révèle tout au procureur, les emails, les menaces de Julien et Vincent. Sans ton témoignage, nous n'avons pas assez de preuves. Elle me fixait, partagée entre la peur et un certain soulagement. Si je témoigne, que m'arrivera-t-il? Je savais pour la dette. Je n'ai rien dit. Ne suis-je pas complice? J'ai maintenu ma voix ferme. Tu as été contrainte. Julien t'a menacé de vous abandonner, Emma et toi. Un procureur avisé le comprendra. Et s'ils ne le comprennent pas? Alors, nous les ferons comprendre. J'ai sorti mon téléphone. Je vais appeler le détective Franck. Il peut organiser une rencontre avec le procureur départemental. Nous négocierons une immunité complète pour toi en échange de ta coopération. Tu témoignes, tu t'en sors. Son souffle s'est coupé. Et Emma? Emma sera en sécurité. C'est notre priorité. Julien ne pourra plus vous menacer une fois qu'il sera en détention. Sarah a fixé le téléphone un instant, puis a hoché la tête. D'accord, fais-le. J'ai composé le numéro de Franck. Il a décroché à la 2e sonnerie. Antoine,
Dis-moi que tu as de bonnes nouvelles. Franck, je suis à l'échappée café avec Sarah. Elle est prête à témoigner. Elle connaissait la dette et Vincent, mais ignorait tout de la vodka ou des médicaments. Julien l'a menacée de l'abandonner avec Emma si elle parlait. Nous avons besoin d'un accord d'immunité. Une pause. Mets-la sur haut-parleur. J'ai activé le haut-parleur. Tu es en ligne, Franck. Madame, ici le détective Franck. Avez-vous été en contact avec votre mari depuis que vous avez accepté de rencontrer Antoine aujourd'hui? La voix de Sarah était à peine un murmure. Non, il pense que je rends visite à ma sœur à Villefranche-sur-Saône. Bien, gardez ça comme ça. Je contacte le bureau du procureur départemental immédiatement. Pouvez-vous rester là où vous êtes pendant la prochaine heure? Oui. D'accord. Ne bougez pas. Je vous donnerai une réponse bientôt. La ligne a coupé. Sarah a expiré lentement, ses épaules s'affaissant. Et si Julien le découvre? Il ne le fera pas, ai-je dit, bien que peu sûr. Franck est discret, et sous protection des témoins, Julien ne pourra plus vous atteindre. Elle a hoché la tête, la peur toujours présente. 2 jours plus tard, le 23 octobre, Franck et moi étions devant les bureaux du cabinet Dubois et Associés. Le bâtiment, inchangé, dégageait toujours cette odeur de vieux papier et de cire citronnée. Maître Dubois père était en convalescence. Son fils, Thomas Dubois, avait repris le cabinet. Il nous a accueillis dans le hall, un homme d'une quarantaine aux yeux vifs, et nous a conduits à la salle de conférence. « Messieurs, mon père m'a dit que vous viendriez. » La salle de conférence sentait le cuir et le vieux papier. Thomas Dubois nous a invités à la longue table en acajou, puis a ouvert un coffre-fort mural dissimulé derrière un tableau. Il en a retiré une chemise cartonnée à mon nom. « Mon père gardait l'original ici », a dit Thomas en posant le dossier. Il ne faisait jamais confiance au numérique pour les documents successoraux. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur, un testament daté du 15 mars 2020, signé de ma main et attesté par Maître Dubois père et sa secrétaire. Le texte était clair. À mon décès, ma succession serait divisée également entre Julien et Emma, avec une fiducie établie pour Emma jusqu'à ses 25 ans. « C'est le vrai », ai-je murmuré. Thomas a hoché la tête. « C'est la version que mon père a déposée auprès de l'État. Mais il y a 3 semaines, quand vous lui avez apporté cette vodka, il a consulté le dossier et a trouvé autre chose. Il a ouvert son ordinateur portable. Un PDF est apparu. Un autre testament, daté du 15 août 2024, portant une signature numérique qui ressemblait à la mienne. Cette version laissait 100% de ma succession à Julien, sans mention d'Emma. Franck s'est penché, la mâchoire serrée. Comment cela est-il entré dans votre système? C'est ce que nous avons chargé Catherine Walsh de découvrir. Catherine Walsh est arrivée 10 minutes plus tard, une experte en code aux yeux perçants. Elle a posé une tablette sur la table et a lancé un diaporama. « Messieurs, a-t-elle commencé, votre fils a mené une attaque en 3 phases contre le système de Whitmore et associés. » Elle a tapoté l'écran. La première diapositive montrait un journal de serveur. Première couche, intrusion cybernétique. Le 15 août à 2h34, quelqu'un a accédé au serveur cloud de Whitmore et associés via les identifiants d'un ancien parajuriste. L'IP 19850 et 1.10.42 menait à l'unité 407 des Tours de la Loreraie à Marseille. Mon souffle s'est coupé. Depuis l'appartement de Julien, l'intrus a supprimé mon testament original de mars 2020 et téléchargé le faux PDF d'août 2024 en moins de 2 minutes. C'était professionnel, mais les journaux de serveurs ont permis de retracer l'IP via 3 couches de proxy jusqu'au Tour de la Loreraie. La police de Bellevue-sur-Rhône a confirmé que le bail était au nom de Julien. La diapositive suivante montrait une photo granuleuse d'un couloir, horodaté du 12 septembre à 23h55. Deuxième couche, intrusion physique. Un homme, corpulence correspondant à Julien, est entré dans le bureau de David Whitmore et y est resté 8 minutes. Le lendemain, une copie imprimée du faux testament d'août sur papier à en-tête du cabinet Dubois et associés a été trouvée sur le bureau de Mary Baker. Thomas a confirmé que son père n'avait jamais imprimé ce document et n'en avait eu connaissance qu'après ma visite.
La troisième diapositive affichait un en-tête d'email. Troisième couche, ingénierie sociale. Le 8 octobre à 9h20, David a reçu un email d'Antoine.Dalton.officiel@gmail.com demandant de mettre à jour ses dossiers avec le testament mis à jour. Catherine m'a demandé si j'utilisais Gmail, ce que j'ai nié, confirmant mon compte Yahoo de 15 ans. L'email était falsifié et l'IP d'origine menait encore une fois à l'appartement de Julien. Franck a résumé 3 couches, cybernétique, physique, sociale. Catherine a confirmé. Chaque couche renforçait les autres. Le numérique, l'imprimé, l'email. Ce n'était pas opportuniste, détective, a-t-elle ajouté. C'était prémédité, méthodique, exécuté sur 2 mois. Les dates s'affichaient 15 août, 12 septembre, 8 octobre. Julien avait tout planifié dès la mi-août, bien avant mon anniversaire et l'envoi de la vodka empoisonnée. Il avait tout anticipé, cherchant à m'effacer. Franck s'est levé. Thomas, j'ai besoin de copies certifiées de tout. Testament original, journaux serveurs, images de sécurité, en-tête d'email. Je les transmettrai au procureur aujourd'hui. Thomas a acquiescé. Franck s'est tourné vers moi. Antoine, nous le tenons. L'IP, les preuves physiques, le témoignage de Sarah, les informations de Vincent. C'est suffisant pour un mandat d'arrêt. J'appelle le juge Holloway cet après-midi. Je n'ai pu que hocher la tête. La nuit suivante, seul dans mon bureau éclairé par une lampe, la pluie tambourinant aux fenêtres, j'ai ouvert mon journal à une page blanche et commencé à écrire. 24 octobre 2024, 23h10. Demain, Franck exécutera un mandat d'arrêt contre Julien. Je dois consigner ce qui nous a menés là, non pour le tribunal. Franck et Catherine ont déjà les preuves, mais pour moi-même, pour comprendre comment mon fils est devenu cet étranger. Aujourd'hui, j'ai compris l'ampleur du plan de Julien. Le 15 août, il a piraté le serveur du cabinet, supprimé mon testament original et téléchargé un faux. Le 12 septembre, il a déposé une copie imprimée au bureau. Le 8 octobre, il a envoyé un faux email à David en se faisant passer pour moi. 3 crimes distincts, conçus pour qu'à ma mort, l'héritage ne fasse aucun doute. Franck assure que nous avons assez pour un mandat. Je devrais être soulagé, mais je me sens vide. La chronologie: le 12 octobre, Julien m'a envoyé par Chronopost une bouteille de vodka Blackthorn Crystal Reserve 1952, d'une valeur de 4 000 €, avec une carte d'anniversaire. Je ne l'ai pas bu, mais l'ai offerte à David lors d'une réunion sur mon testament, le soir même à 21h47. Margaret a signalé que David s'était effondré après avoir bu la vodka, hospitalisé pour arythmie cardiaque sévère. Je suis devenu le principal suspect. Le 14 octobre, la toxicologie a confirmé l'aotine dans la vodka. David n'a survécu qu'en ayant bu peu. Ce même jour, le docteur Brennan a découvert que mes médicaments pour le cœur avaient été échangés contre de l'amlétine. Un bloqueur des canaux calciques, une crise d'angine m'aurait été fatale. Le 15 octobre, Julien m'a appelé. J'ai enregistré la conversation. Il a demandé si j'avais bu la vodka, puis quel ami l'avait reçue, son ton trahissant qu'il savait que David l'avait consommé. Le 16 octobre, j'ai découvert un piège à fil brisé et une fausse caméra pivotée, preuve d'une intrusion nocturne. L'analyse médico-légale a confirmé l'écriture de Julien, me disculpant. Le 17 octobre, j'ai reçu une enveloppe anonyme avec une photo de ma maison, horodatée du 16 octobre à 23h47. Ce matin-là, une grave crise d'angine m'a presque fait prendre le faux médicament, mais le docteur Brennan est arrivé avec de la nitroglycérine vérifiée et m'a sauvé. Le 18 octobre, à 2h34, Vincent, un associé de la famille Benedetti, a fait irruption chez moi. Il a révélé que Julien devait 300 000 € de dettes de jeu et avait utilisé ma police d'assurance vie de 500 000 € comme garantie, planifiant ma mort pour l'argent. Le 20 octobre, Emma a appelé. Elle a révélé que Julien lui avait dit que nous serions bientôt riches, qu'il parlait souvent à Vincent et qu'elle l'avait entendu discuter de mon nom et du mot « assurance ». Le 21 octobre, j'ai rencontré Sarah. Elle a confirmé les dettes de jeu de Julien et que Vincent suivait leur famille depuis 6 mois. Elle a avoué que Julien l'avait menacé d'abandonner Emma et elle si elle parlait,
et a accepté de témoigner en échange de l'immunité. Le 23 octobre, Thomas et Élise ont présenté les preuves accablantes de l'attaque en 3 phases de Julien. Franck a confirmé que les preuves suffisaient pour un mandat. J'ai posé mon stylo, mes doigts endoloris, mon écriture tremblante. J'ai relu l'entrée, puis fermé le journal. Les faits étaient là, la chronologie claire, mais ils n'expliquaient pas le vide en moi. Je me suis levé, traversant la pièce jusqu'à l'armoire où Catherine gardait les albums. J'ai trouvé le plus ancien, l'ai ouvert et cherché la photo de Julien, 8 ans, au bord d'un ruisseau, canne à pêche en main. Ses cheveux mouillés en bataille, son sourire édenté. Je me tenais à ses côtés, une main sur son épaule, brandissant la truite que nous avions pêchée. Catherine avait pris cette photo un samedi matin de juin, à l'époque où les week-ends rimaient avec crêpes, parties de pêche et histoire du soir, quand mon fils riait à mes blagues et posait 1000 questions. Pendant 10 minutes, j'ai fixé la photo de l'enfant qu'avait été Julien, tentant de le concilier avec l'homme qu'il était devenu. Impossible. J'ai serré la photo contre moi, murmurant à la mémoire de Catherine: « Je suis désolé de ne pas avoir pu le sauver, mais je dois l'arrêter. Sinon, Emma ne sera pas en sécurité. Personne ne le sera. » La photo n'offrait aucune réponse. Je l'ai reposée et j'ai appelé Franck. « Franck, pas demain matin, » ai-je dit. « Finissons-en. » Après un silence, il a demandé: « Tu es sûr ?»« Sûr. »« D'accord. L'équipe se rassemble à 5 heures. Intervention à 6h30. Tu veux être là ?» J'ai fermé les yeux. « Oui. Je passe te prendre à 6 heures. »« Merci, Franck. Repose-toi, Antoine. » J'ai raccroché, écoutant la pluie. Le lendemain, à 6h47, j'étais dans la berline banalisée de Franck, garée à 50 mètres des tours de Laurier Rose à Marseille. L'aube était grise et froide, la ville enveloppée de brouillard. 2 fourgons noirs du GIGN tournaient au ralenti devant nous. Les officiers se déplaçaient silencieusement, vérifiant leur radio. Franck me regarda. « Dernière chance de rester à la station. » J'ai secoué la tête. « Je dois voir ça. » Il a acquiescé et a activé sa radio. Toutes les unités, ici Miller. Procédez à mon signal. 3, 2, 1, exécuté. Les portes du fourgon s'ouvrirent. À travers le pare-brise, j'ai observé les officiers du GIGN se mouvoir comme des ombres dans le brouillard, leurs bottes silencieuses sur le pavé. Les tours de Laurier Rose se dressaient, un monument de verre et d'acier. Au 4e étage, dans l'unité 407, mon fils s'éveillait, ignorant que son monde allait s'effondrer. Franck rompit le silence. « Tu ne devrais pas être là, Antoine. » Je ne quittais pas le bâtiment des yeux. « Je sais, mais je dois voir ça. » J'ai acquiescé, la gorge serrée. Franck avait enfreint les règles pour que je sois témoin. À 6h49, sa radio crépita. « Équipe d'assaut en position. Prête à votre signal, inspecteur ?» Franck activa le micro. « Toutes les unités, tenez. Confirmez les sorties sécurisées. » Les confirmations fusèrent. Franck expira lentement. « Exécuté à 3. 1, 2, 3. Allez. » L'officier de tête abattit le bélier. La porte de l'unité 407 explosa et l'équipe s'engouffra, les voix se chevauchant en ordre sec. « Mandat de perquisition. Mains en l'air. » Je n'entendais pas la réponse de Julien, mais je n'en avais pas besoin. Par l'embrasure, j'ai vu les officiers se déployer, leurs lampes torches déchirant l'obscurité. 2 d'entre eux émergèrent, encadrant une silhouette, Julien. Grand, mince, en t-shirt blanc et boxeur, les mains menottées. Même à cette distance, je reconnaissais ses épaules, l'inclinaison de sa tête. Il ne luttait pas, marchait calmement, son expression illisible, comme si son arrestation n'était qu'un léger désagrément. Derrière lui, Sarah apparut dans l'embrasure, serrant Emma contre sa poitrine. Le visage d'Emma était enfoui, son petit corps secoué de sanglots. Les yeux de Sarah étaient au rouge. Le cri d'Emma, aigu et désespéré, déchira le brouillard et ma poitrine se fendit. Franck posa une main sur mon bras. « Reste dans la voiture, Antoine. » Je suis resté. À 7h15, alors que Julien était embarqué dans un fourgon de transport, une berline noire s'arrêta. Vincent en sortit, impassible.
Il s'approcha de Franck et lui tendit une clé USB scellée. C'est l'enregistrement du 10 octobre, entre Julien et mes anciens employeurs. Tout ce dont vous avez besoin, dit-il d'une voix neutre. J'ai déjà négocié l'immunité avec le procureur. Mon avocat a les documents. Franck demanda quand il avait enregistré ça. 2 semaines avant la livraison de la vodka. Julien a appelé pour confirmer. Je l'ai enregistré comme assurance, au cas où ça tournerait mal. Il jeta un œil au fourgon. On dirait que c'est le cas. Franck glissa la clé dans sa poche. Vous devrez témoigner. Je sais, mon avocat s'en chargera. Avant de partir, Vincent me regarda à travers le pare-brise. Nos yeux se croisèrent, il hocha la tête en signe de reconnaissance, puis regagna sa voiture. Frank brancha la clé USB à une tablette et me tendit un écouteur. « Tu es sûr de vouloir entendre ça ?» J'ai acquiescé. Il lança l'enregistrement. Après un grésillement, la voix froide de Julien résonna. « Le vieil homme ne la boira pas, mais son avocat, oui. Une fois que le médicament l'aura achevé, j'aurai l'assurance vie et la succession. 500 000 € plus ce qui restera. Assez pour éponger la dette. » Une voix rauque répondit « Tu as intérêt à ne pas te rater, gamin. 300 000 €, c'est un prix élevé. Si tu ne livres pas, on se paiera autrement. Ta femme et ta gamine feront de bonnes garanties. » Julien répondit sans émotion « Je ne me raterai pas. Le plan est infaillible. Personne ne se doutera d'un cadeau d'anniversaire. » La ligne se coupa. J'ai retiré l'écouteur, les mains tremblantes. Franck a repris la tablette. À travers la vitre du fourgon, le profil de Julien restait impénétrable. Puis, il tourna la tête et me fixa. Son sourire était froid, délibéré, comme pour dire « Je sais ce que j'ai fait, et je le referai. » Sa mâchoire se serra un instant, une lueur fugace sous le masque, puis elle disparut. Pendant quelques secondes, nous nous sommes fixés, père et fils. Je ne reconnaissais rien dans ses yeux. Puis le fourgon s'éloigna. Emma se libéra de Sarah et courut vers la rue, criant « Papa, papa, ne me quitte pas !» Je sortis de la voiture, la rattrapant avant qu'elle n'atteigne le trottoir. Elle s'effondra contre moi, ses sanglots déchirants. Je la serrai. « Ça va aller, ma puce, » murmurai-je, bien que rien n'allait vraiment. « Je suis là. » Sarah nous rejoignit, le visage pâle. « Antoine, je suis tellement désolé. Je ne savais pas. »« Je sais, » dis-je. « Ramène-la à la maison. Franck t'appellera pour le procès. » Elle hocha la tête, prit la main d'Emma et la ramena vers le bâtiment. À 10 heures ce matin-là, j'étais dans une salle d'interrogatoire sans fenêtre, à la police de Bellevue-sur-Rhône, fixant le miroir sans teint. Franck se tenait à mes côtés. La porte s'ouvrit. 2 agents firent entrer Julien, menotté et calme. Ils l'installèrent en face de moi. Julien me regarda et sourit. « Bonjour, papa. » La pièce était petite, éclairée par un néon bourdonnant. Une table métallique nous séparait. Julien était assis, les mains menottées posées sur la table. Son t-shirt froissé, ses cheveux en bataille, mais sa posture restait détendue, presque désinvolte. Franck se tenait dans un coin avec un agent, nous observant. L'air sentait le vieux café et le nettoyant industriel. Julien inclina la tête, m'étudiant comme une partie d'échecs. « Alors, quoi maintenant, papa? Tu vas me dire à quel point tu es déçu ?» Je ne répondis pas. Ma gorge était serrée, mes mains tremblaient. « Franck, Antoine, tu n'es pas obligé. Nous avons tout ce qu'il faut. Tu peux attendre dehors. » Je secouai la tête. « Je dois lui parler. » Franck regarda Julien. « Vous êtes prêt à parler à votre père? Juste vous deux ?» Julien nous lança un léger sourire. « Bien sûr, pourquoi pas? Une dernière discussion à cœur ouvert, n'est-ce pas ?» Franck hocha la tête, la mâchoire serrée. Il fit signe à l'agent et ils quittèrent la pièce. Je savais que Franck nous observait et enregistrait depuis l'autre côté du miroir sans teint. Pour les 10 prochaines minutes, nous serions seuls. « Pourquoi ?» dis-je enfin, ma voix à peine un murmure. « Pourquoi, Julien? Je t'ai tout donné. » Il rit, amer. « Tout ce que tu m'as donné, ce sont des leçons, papa. Des règles, des couvre-feux. Fais le bien, sois honnête, travaille dur, Julien. Une enfance de déception déguisée en leçon. »
Je t'ai donné un foyer, une éducation. J'étais là pour chaque anniversaire, chaque match de baseball, chaque match où tu arrivais en retard parce que tu courais après une affaire plus importante que moi. Son ton était plat et répété. Maman est morte parce que tu étais trop occupé à jouer au détective pour remarquer qu'elle était malade. Les mots me frappèrent. Ta mère avait un cancer, Julien. Stade 4. Quand nous l'avons découvert, il n'y avait plus rien à faire. Je suis resté à son chevet pendant 8 mois, lui tenant la main quand elle... Et tu n'as toujours pas pu la sauver. Il se pencha en avant. Tu n'as pas pu la sauver, et tu n'as pas pu me sauver. Alors oui, papa, pardonne-moi si je ne te vois pas comme un saint. Je le fixai, cherchant le garçon que j'avais connu. Il ne s'agit pas de ta mère, mais de toi, endetté de 300 000 euros auprès d'une famille criminelle, et de ta décision d'empoisonner ton propre père. Pas empoisonné, assuré. Julien haussa les épaules, un geste si désinvolte qu'il me souleva l'estomac. Les Santini allaient me finir. Tu crois que je voulais faire ça? Tu étais juste pratique. L'assurance vie était prête. Tu es vieux. Tu as un problème cardiaque. Personne n'aurait posé de questions si tu avais eu une autre crise et ne t'étais pas réveillé. Commode. C'est ce que je suis pour toi, ai-je répété amèrement. Il n'a pas scié. C'est ce que tu es. J'ai fermé les yeux, respirant difficilement à travers la douleur dans ma poitrine. Pas de l'angine cette fois, juste le chagrin. Et Emma? Ai-je demandé en rouvrant les yeux. Et ta fille? Elle a 10 ans, Julien. Elle t'a vu te faire arrêter ce matin. Elle a crié ton nom. Pour la première fois, le masque de Julien s'est fissuré. Ses yeux ont fui les miens un instant. Il a cligné des paupières, pris au dépourvu. Puis la froideur est revenue. Elle ira bien, a-t-il dit d'une voix trop calme. Les enfants sont résilients. Sarah se remariera. Emma ne se souviendra même plus de moi dans quelques années. Tu n'y crois pas? Je dois y croire. Il a baissé les yeux sur ses mains menottées. Parce que si je n'y crois pas, je dois admettre que j'ai détruit la vie de ma fille en même temps que la tienne, et je ne suis pas encore prêt à le faire. Je me suis levé, les jambes chancelantes, et j'ai posé mes mains sur la table. Je t'ai aimé, Julien. Je t'aime toujours, mais je ne peux pas te protéger de ça. Je ne le ferai pas. Il n'a pas levé les yeux. Je sais. Tu as essayé de me tuer, empoisonner l'avocat de la famille, falsifier mon testament, pirater un cabinet d'avocats, échanger mes médicaments. Tu as mis ta femme et ta fille en danger. Tu ne t'en sortiras pas. Je ne le demande pas. Sa voix était maintenant calme, vidée de la bravade qu'il portait comme une armure. Je savais ce que je faisais, papa. Je savais que ça finirait comme ça. J'ai juste cru que j'aurais plus de temps, que le plan était meilleur qu'il ne l'était. Je me suis tourné vers la porte, puis je me suis arrêté. Le regrettes-tu? Silence. Regrettes-tu d'avoir essayé de me tuer pour payer tes dettes? Julien a levé la tête, et un instant, j'ai vu quelque chose de brut et sans défense dans ses yeux. Pas du remords, mais de l'épuisement. L'épuisement d'un homme qui avait fui les conséquences pendant des années, enfin rattrapé. Non, a-t-il dit doucement. Non, j'avais besoin de l'argent. Tu étais sur mon chemin, c'est tout. J'ai hoché la tête. Alors, c'est fini ici. Franck a ouvert la porte. Ramenez-le en cellule. Nous avons terminé, ai-je dit sans regarder Julien. Dans le couloir, j'ai entendu Julien murmurer un dernier « Au revoir, papa ». Je ne me suis pas retourné. 6 semaines plus tard, le 8 décembre, je me tenais devant la salle d'audience 3B au palais de justice de Bellevue-sur-Rhône. Mes mains tremblaient en ajustant ma cravate. Le couloir était baigné d'une lumière hivernale. Franck est apparu à mes côtés, 2 tasses de café à la main. Il m'en a tendu une. « Prêt ?» a-t-il demandé. J'ai bu une gorgée de café. « Non. »« Bien. Ça veut dire que tu es encore humain. » Les portes de la salle d'audience se sont ouvertes. Un huissier nous a fait signe d'entrer. La salle 3B sentait le bois poli et l'anxiété. Je me suis assis au 3e rang derrière la table de l'accusation, les mains jointes. Devant moi, Julien était assis à côté de son avocate, Rebecca Hayes, dans un costume gris, cheveux bien peignés, posture droite, expression vide. Il ne m'a pas regardé. La juge Patricia Holloway,
une femme aux cheveux grisâciés et au regard perçant, était assise sur l'estrade. À sa droite, 12 jurés occupèrent le box, leur visage neutre. L'huissier s'est avancé. « Levez-vous. L'État de la région Auvergne-Rhône-Alpes contre Julien Castellano. » Nous nous sommes levés, puis rassis sur un signe de la juge. « Monsieur Castellano, a-t-elle dit, vous êtes accusé de tentative de meurtre au premier degré, de fraude, d'usurpation d'identité et de complot. Comment plaidez-vous » Julien s'est levé, les épaules carrées. « Non coupable, votre honneur, a-t-il dit d'une voix ferme et confiante. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Très bien, a hoché la juge Holloway, se tournant vers l'accusation. Monsieur Morrison, votre déclaration liminaire. Monsieur Morrison, un homme à l'énergie maîtrisée, s'est levé. Il a boutonné sa veste et s'est tourné vers le jury. Mesdames et messieurs, vous entendrez une histoire de cupidité, de trahison et de froide détermination. Julien Castellano a planifié de mettre fin à la vie de son père pour de l'argent. Non par passion, mais méthodiquement sur 2 mois, utilisant poison, documents falsifiés et identité volée. Les preuves montreront qu'il a envoyé à son père une bouteille de vodka mélangée à de l'aconitine, une toxine mortelle. Lorsque son père a refusé de la boire, elle a été donnée à l'avocat de la famille. L'avocat de la famille en avait consommé environ 50 millilitres et failli mourir. Il a aussi échangé les médicaments pour le cœur de son père contre un substitut dangereux, piraté le système d'un cabinet d'avocats pour forger un testament lui léguant toute la succession, et utilisé une police d'assurance vie de 500 000 € comme garantie pour des dettes de jeu. Morrison s'est tourné vers Julien, affirmant que ce n'était pas une erreur, mais une tentative de meurtre prémédité et délibérée. La juge Holloway a fait signe à la défense. Rebecca Hayes s'est approchée du jury. « Mesdames et messieurs, mon client a commis de graves erreurs, mais par peur, non par malveillance. Julien devait 300 000 € à une organisation criminelle qui menaçait sa vie, celle de sa femme et de sa fille. Désespéré, il a paniqué. L'accusation veut vous faire croire que Julien est un tueur de sang-froid, mais c'est faux. Il était un homme accablé de dettes, manipulé, essayant de protéger sa famille. » Elle s'est assise. Les jurés ont échangé des regards. L'accusation a appelé le docteur Michael Brennan, qui a témoigné de l'empoisonnement de l'avocat de la famille et de l'échange de mes médicaments. Morrison a présenté les preuves. L'avocat de la famille a ensuite été appelé. Sa voix était calme quand Morrison lui a demandé de décrire le 12 octobre. « Antoine m'a apporté une bouteille de vodka. J'en ai bu environ 60 millilitres. En moins d'1 heure, j'ai ressenti de fortes douleurs thoraciques. À l'hôpital, les médecins m'ont dit que j'avais été empoisonné. » Catherine a présenté les journaux de serveurs, prouvant que le testament piraté avait été téléchargé depuis l'appartement de Julien, unité 407 des Tours des Lauriers, le 15 août à 2h34. À 14h, Morrison m'a appelé à la barre. J'ai confirmé que Julien connaissait mon problème cardiaque, m'ayant envoyé la vodka par Chronopost pour mon anniversaire. Ne lui faisant pas confiance, je l'avais donnée à l'avocat de la famille, qui avait failli mourir. Les preuves ont désigné Julien comme expéditeur, malgré les soupçons initiaux de la police. Rebecca Hayes a souligné notre relation tendue, suggérant une altération externe de la bouteille. J'ai rétorqué que le seau était intact et que l'écriture, ainsi que le suivi Chronopost depuis Marseille, désignait Julien. À son insinuation de partialité, j'ai affirmé que mon témoignage était basé sur des preuves. Elle a clos son contre-interrogatoire. À 17h, la juge a levé la séance. Épuisé, j'ai retrouvé Sarah dans le couloir. Elle m'a fait un signe de tête, son témoignage était pour le lendemain. Le lendemain, l'ambiance était glaciale. J'ai observé Sarah s'avancer, pâle et tendue, ses doigts tremblants en prêtant serment. Julien, immobile, ne la regardait pas. Morrison a interrogé Sarah. D'une voix à peine audible, elle a admis connaître la dette et la surveillance de Vincent, mais pas l'empoisonnement. Elle a révélé les menaces de Julien de disparaître avec Emma si elle parlait. Sarah a produit un email de Julien à un avocat, daté du 3 octobre. « Une fois le vieil homme parti, je transférerai 200 000 € immédiatement. » Morrison a confirmé que le vieil homme désignait Antoine.
Rebecca Hayes a souligné que Sarah témoignait en échange d'une immunité, suggérant qu'elle rejetait la faute sur Julien pour se protéger. Les yeux de Sarah ont brillé. Je témoigne parce que ma fille mérite une mère qui dit la vérité. Julien nous a tous mis en danger. Je ne le laisserai pas faire à nouveau. Après Sarah, Vincent a pris la barre. Il a confirmé avoir été employé par la famille Benedetti pour surveiller Antoine, Julien leur devant 300 000 euros, remboursables par l'assurance vie de son père. Son rôle était de s'assurer qu'Antoine reste en vie. Vincent a déclaré que Julien n'avait jamais montré de remords, traitant cela comme une transaction. Quand il s'était retiré, ne voulant pas s'impliquer avec des flics, Julien avait ri, disant que son père était trop fier. Morrison a brandi la clé USB de l'enregistrement du plan de Julien. Vincent a expliqué l'avoir fait pour prouver qu'il n'était pas le donneur d'ordre. Maître Fournier refusa de contre-interroger. À 14 heures, Maître Leclerc entama sa plaidoirie finale. Mesdames et messieurs, Julien est coupable d'une tentative de meurtre prémédité et calculée. Il a envoyé de la vodka empoisonnée, échangé des médicaments vitaux, piraté un cabinet d'avocats pour forger un testament. Quand son père a donné la vodka à M. Dubois, Julien n'a pas prévenu, le laissant frôler la mort et faisant de son propre père le principal suspect. C'est de la cruauté. Les preuves sont accablantes. Le verdict doit être coupable. Maître Fournier se leva. Mon client a agi par peur, non par malice, paniqué par les menaces d'une organisation criminelle pour une dette de 300 000 euros. Personne n'est mort, et Julien n'a blessé personne directement. Monsieur Dubois a bu la vodka de son plein gré, et Antoine n'a jamais pris les faux médicaments. Ce n'est pas une tentative de meurtre, tout au plus une mise en danger délibérée. Elle se rassit. Le silence tomba. Le juge Lambert invita le jury à délibérer. Un verdict unanime. Il était 16h03. J'attendais dans le couloir avec Franck, buvant un café amer, le ciel s'assombrissant. Franck resta silencieux à mes côtés. À 20h15, l'huissier annonça le retour du jury. Le juge Lambert demanda le verdict. Le président du jury prononça « coupable » à toutes les accusations. Tentative de meurtre au premier degré, fraude, usurpation d'identité et complot. Le juge Lambert hocha la tête. Reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Julien serait condamné le 30 décembre et fut placé en détention. Il se leva lentement, la mâchoire serrée, me fixa d'un regard froid et vide, puis tourna le dos aux officiers qui l'escortèrent hors de la salle. Je ne bougeais pas. À 20h45, je sortis du tribunal dans la nuit froide de la région Auvergne-Rhône-Alpes. La neige commençait à tomber, légère. Frank apparut à mes côtés. « Ça va ?» Je hochai la tête, incertain. « C'est fait. La sentence est dans 3 semaines. Il prendrait 20 à 25 ans. Tu y seras ?» Je secouai la tête. « Non, j'en ai assez entendu. » Franck me tapota l'épaule. « Rentre chez toi, Antoine. Repose-toi. » Je le regardai s'éloigner, puis rejoignis ma voiture. La neige tombait plus fort. Pour la première fois depuis 2 mois, une forme de paix m'envahit. Mais je savais que ce n'était pas encore fini. La neige tombait depuis le matin, recouvrant les érables et l'allée d'un silence. À la fenêtre de la cuisine, je la regardais s'accumuler, effaçant les traces. Catherine disait que la première neige offrait un nouveau départ. Je ne savais si j'y croyais, mais je le désirais. À 15 heures, la sonnette retentit. Emma était sur le porche, dans son manteau rouge, les cheveux blonds parsemés de flocons, les joues roses de froid. Elle tenait un sac à dos et leva vers moi des yeux pleins d'espoir. « Salut, papy !» Je m'agenouillai, la serrai dans mes bras, inspirant l'odeur de son shampoing. Un instant, je ne pus parler, la serrant fort. Entre ma puce, il fait glacial. Emma s'assit à la table, une tasse de chocolat chaud entre les mains. Elle parla de l'école, de ses amis, d'un chat. Je la laissai parler, appréciant cette normalité. Finalement, elle me regarda. « Papy, où est papa ?» Je m'étais préparé à cette question, répétant des réponses honnêtes mais douces, sans en trouver d'adéquates. « Ton père a fait de grosses erreurs, Emma. À cause d'elle, il doit partir pour longtemps. » « Combien de temps ? » ?»« Très longtemps. » Son front se plissa. « Il a fait du mal à quelqu'un ?
Il a essayé de faire du mal et la loi prévoit des conséquences. Elle resta silencieuse, puis me demanda « Tu l'aimes encore ?» Les yeux piquants, je lui pris la main. Oui, je l'aime encore. Mais l'amour ne suffit pas toujours à réparer ce qui est brisé. Les choix des gens peuvent blesser ceux qu'ils aiment, et cela, l'amour ne peut le défaire. Une larme coula sur sa joue. Il me manque. Je sais, ma puce, à moi aussi. Cet après-midi, nous avons préparé des biscuits avec la recette de Catherine. Emma, sur un tabouret, mesurait la farine et cassait les œufs. La chaleur du four et l'odeur de vanille emplissèrent le silence. Pendant que les biscuits refroidissaient, Emma trouva l'album photo. Sur son tabouret, elle feuilleta les pages. C'est papa ? Je me penchai. La photo montrait Julien à 8 ans, souriant, pêchant au bord d'un ruisseau. J'étais à ses côtés. C'est lui. Il avait attrapé une truite presque aussi grande que lui. Emma traça l'image du doigt. Il a l'air heureux. Il l'a été longtemps, très heureux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je m'assis à côté d'elle. Il s'est perdu. La vie s'est compliquée et ses choix l'ont éloigné de qui il était. Quand il a réalisé son égarement, il ne savait plus comment revenir. Emma, silencieuse, demanda « Tu crois qu'il retrouvera un jour son chemin ?» Je ne sais pas, ma puce. Je l'espère. Mais l'espoir ne garantit pas toujours que les choses se passeront comme on le souhaite. Elle hocha la tête, solennelle, et referma l'album. À 20 heures, Sarah arriva. Emma me serra fort dans ses bras. « Je t'aime, papy. »« Je t'aime aussi, Emma, plus que tu ne l'imagines. » Sarah, fatiguée mais reconnaissante, me remercia. « Merci, Antoine. » J'acquiesçai. « Prends soin d'elle. »« Je le ferai. » Je les regardais s'éloigner sous la neige, le manteau rouge d'Emma éclatant sur le blanc, et ne fermais la porte qu'après la disparition de leurs feux arrière. Je m'assis à la table de la cuisine, mon journal ouvert, le stylo lourd. Dehors, la neige tombait, rendant la maison plus vide. Je commençai à écrire. 23 décembre 2024, 20h15. Dans une semaine, Julien sera condamné. Frank m'avait informé que le procureur recommandait 25 ans, avec libération conditionnelle après 15. Je n'y serai pas. J'ai passé assez de temps dans les tribunaux, surtout après avoir été le principal suspect pendant 48 heures après l'empoisonnement de David. Cette tâche ne s'efface pas. Julien passera les 15 prochaines années, peut-être plus, en cellule. Moi, je les passerai ici, à tenter de comprendre ce qu'il est devenu et à me souvenir du garçon de la photo, celui qui riait, pêchait et voyait son père comme un héros. Je fis une pause, fixant les mots, puis regardai la photo de Catherine sur la cheminée. Je lui murmurai « J'ai essayé de le sauver, Catherine. J'ai tout fait, mais je n'ai pas pu. » Je repris le stylo. « Mais je peux sauver Emma. Elle est innocente et entière, et peut-être que c'est suffisant. » Je refermai le journal. Par la fenêtre, la neige tombait douce et silencieuse, recouvrant tout. Traces de pneus, empreintes, branches nues. Pour la première fois depuis 2 mois, je me permis de croire que Catherine avait eu raison. La première neige donnait la permission de recommencer. Dehors, le monde était blanc, calme et nouveau. Si vous m'avez suivi, comprenez, cette histoire de famille n'est pas seulement la mienne. Elle résonne chez chaque parent ayant vu un enfant s'éloigner, chaque père ayant dû choisir entre l'amour et la justice. Mon histoire m'a appris que le sang ne garantit pas la loyauté et que parfois, les plus fiables deviennent des étrangers. J'ai fait des erreurs, trop occupé à résoudre les problèmes des autres, ignorant le poison dans ma propre maison. J'aurais tant voulu voir les signes avant que Julien ne choisisse la vengeance paternelle à la rédemption. Sa vengeance tordue m'a empoisonné pour de l'argent, faisant de moi le suspect. Il y a tout perdu. Sa liberté, sa fille, son âme. Mon conseil, n'attendez pas que la trahison vous force la main. Parlez à vos enfants, posez les questions difficiles. Soyez présents, pas parfaits. Si un être cher sombre dans les dettes ou le désespoir, ne détournez pas le regard. Ne laissez pas l'histoire de votre famille se terminer comme la mienne. Emma me rend toujours visite. La neige continue de tomber. Et je crois qu'une part du garçon que j'ai élevé est toujours là, perdue, mais pas éteinte.